Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite du podcast sur le cinéma et la maturation du jeu de rôle. Et on va se relancer tout de suite, et on s'était arrêté en 1907 avec l'apparition de la salle de cinéma. Nando, je te laisse la parole. Oui, et je reprends la parole juste en évoquant quelque chose que j'ai laissé de côté, mais il me semble intéressante pour des comparaisons possibles avec le monde du jeu de rôle. C'est que jusqu'à ce moment-là, ce moment où le cinéma s'installe comme un spectacle légitime sur les grands boulevards parisiens, donc sur dans le lieu de la légitimité sociale, on pourrait dire, de la société de l'époque bourgeoise, jusqu'à ce moment-là, on est à la fin du 1906, au début du 1907, le cinéma qui existe surtout comme attraction foraine itinérante était pensé comme quelque chose qui pouvait plaire surtout à deux catégories humaines, aux enfants et aux femmes. C'est une particularité, je pense, assez précise de ce média qui est le cinéma. Et c'est lié au fait que, voilà, en tant qu'attraction qui est surtout liée à l'illusion de réalité, euh, à cette époque-là, comme même aujourd'hui, mais on pourrait dire en particulier à la fin du 19e et début du 20e, l'idée que la femme était inférieure à l'homme était aussi dans ce sens-là. Et donc, que c'était les femmes en particulier qui pouvaient, et les enfants qui pouvaient vraiment se laisser tromper par l'illusionnisme de la réalité qui le cinématographe offrait comme vision de la représentation. Alors que du moment qu'il s'installe sous les boulevards, c'est aussi dans l'idée de Charpentier et des autres entrepreneurs, c'est aussi pour s'ouvrir et se légitimer face au nouveau public, au public masculin, au public bourgeois, dans sa définition vraiment de genre masculine, on pourrait dire. Je ne sais pas si vous avez des idées par rapport à ça, parce que je pense que justement, ce que je pensais que, comme différence, pour moi, le jeu de rôle est assez connoté comme un univers en soi masculin, qui laisse très peu d'espace, au moins dans l'imaginaire, au monde féminin, aux filles. Alors qu'à la base, le cinéma est à l'envers, marche exactement à l'envers. Je peux répondre, Eugénie, tu as un truc? Vas-y, je t'en prie. Ok. Ouais, j'entends ça, je me dis juste, il me semble quand même qu'il y a un bémol dans ce que tu dis, tu me diras ce que tu en penses, c'est tu nous as quand même présenté le cinéma inventé par les frères Lumière, et j'ai l'impression que les forains, les techniciens, les inventeurs qui sont derrière ont l'air d'être plutôt masculins. Donc je comprends que le premier public soit peut-être plutôt féminin et dans un sens visiblement très misogyne, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une origine masculine, comment dire, une espèce de bizarrerie comme ça. Alors si on est dans l'idée de tromper un public, ça paraît très étrange. J'avais jamais entendu parler de ça. Et pour faire le lien avec le jeu de rôle, effectivement que le jeu de rôle a cette image initialement traditionnellement masculine, qui est sans doute liée au milieu de Wargame, et qui à mon avis est connecté aussi avec tout ce qui est contre-culture nerd et geek. Alors geek n'était pas le terme associé, mais telle qu'elle se développait dans les années 70-80, comme elles existaient déjà avant. Et en particulier, le Wargame, c'est quand même ça existe depuis assez longtemps, notamment comme une entreprise, je trouve, de mathématisation d'une espèce de réalité guerrière qui sont donc à la base, un wargame, ça va être rejouer des grandes batailles, que ce soit en medieval fantasy ou plutôt avant dans les guerres napoléoniennes, des choses comme ça. Et il y a un peu cette idée que, certes, comment dire, Tolkien baigne, enfin pardon, D&D baigne dans la fantasy, donc dans un certain genre littéraire qui a été dominé pendant un temps par Tolkien, et qui a eu toute l'influence qu'on connaît dans ce monde-là. Mais D&D, c'est une vision de Tolkien qui est quantifiable, en fait. C'est-à-dire que si j'ai un monstre donné qui est, je sais pas, le Balgrog ou quoi, il est affublé il a un certain nombre de points de vie, il a des points d'attaque, il a un niveau, etc. Donc c'est une espèce de mathématisation des choses qui est très connotée masculine dans ce que je pense, et ce qui pouvait l'être à l'époque. J'avoue que pour pouvoir vraiment affirmer ça, il me manque un petit peu des connaissances historiques liées à l'époque. Je suis en train de penser en même temps qu'on n'est pas très très loin des années de développement de l'informatique, qui est un moment très féminin en fait de l'histoire des sciences, qui a été ensuite complètement éradiqué enfin pas éradiqué, mais dont la mémoire a été complètement perdue ensuite. Et on a un peu du mal à revenir sur cette période et à parler au juste
attester réellement de ce que le jeu de rôle a été profondément masculin ou pas, parce que les stats sont pas vraiment là, les idées, enfin les préconceptions restent, mais pas forcément les stats. Et bon. Je recherche une référence d'un des tout premiers. J'arrive plus à retrouver le nom, mais l'un des tout premiers suppléments sortis par TSR sur Donjons et Dragons était écrit par. Je vous laisse meubler pendant que je cherche ça. C'est super intéressant que... alors là, je parle vraiment des grandes généralités parce que je n'ai pas... Alors pareil, je n'ai pas de recul historique et de connaissances pour appuyer ce que je dis. Mais quand tu parles de se diriger vers un public féminin parce qu'on le pense plus facile à tromper, parce que peut-être qu'il y aurait plus d'imagination, qu'il se laisserait plus facilement dépasser par son imagination. Il y a quelque chose en jeu de rôle qui est un peu l'inverse, qui est que si beaucoup de femmes ne vont pas vers le jeu de rôle, c'est qu'elles se disent qu'elles n'ont pas assez d'imagination et qu'elles ne sauraient pas quoi dire, elles ne sauraient pas créer, elles n'auraient pas l'imagination suffisante pour faire semblant. Et je sais pas quoi faire de cette remarque-là, mais je trouve ça intéressant. Oui, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi parce que justement, donc l'histoire de la légitimation du cinéma, vous comprenez, c'est encore une fois une autre histoire qu'on peut écrire, c'est l'histoire d'une masculinisation. C'est-à-dire que le cinéma est considéré devenir mieux légitime parce qu'il devient quelque chose de masculin au fur et à mesure des années et adulte, au sens vraiment d'âge, parce que pas plus lié à une réception d'enfants, mais qui puisse s'intéresser même les gens de l'âge adulte, et l'âge adulte bourgeois masculin. Alors que j'ai l'impression, de mes peu de connaissances du jeu du rôle, mais que c'est un peu l'inverse qui se passe chez vous. C'est-à-dire qu'il gagne de plus en plus de maturité, de légitimité, au fur et à mesure que d'une origine très macho, devient de plus en plus ouverte vraiment en sens large à toutes les autres expressions humaines et inclusives, devient une espèce de monde assez inclusif en ce moment. Et cette inclusivité, va dans la direction de l'écriture de sa maturité, de sa légitimité aussi en termes sociaux le plus large et général. Alors que pour le cinéma, c'est parce que cette histoire c'est écrite dans toute une autre époque aussi, c'est exactement le contraire. Donc c'était un outil, un amusement pour femmes ou enfants, et le fait de devenir quelque chose pour l'homme bourgeois, l'homme dans le sens vraiment en termes masculin, c'est lui qui a permis aussi, cet aspect aussi qui a permis de légitimer et se présenter comme quelque chose de plus en plus mûr de la société. Mais je trouve ça très intéressant aussi. Et sinon, je peux continuer? Oui, sauf si tu voulais replacer ta référence, KF. Non, j'arrive pas à la retrouver là, je vais laisser tomber pour le moment, je te donnerai cette date plus tard. Ça sortira à un moment donné, je pense, dans notre discussion, ça ressortira ta référence. Ouais, il me semble que l'une des premières employées de TSR a participé à l'un des tout premiers suppléments parus pour D&D, mais j'arrive pas à retrouver ni son nom ni le supplément en question, donc je vais laisser ça pour plus tard. Super. Du coup, on peut passer à la suite. La suite, c'est tout simplement que, donc, une fois qu'elle s'est installée dans une salle, et cette salle occupe le même espace urbain, on pourrait dire, des théâtres, et donc vise à conquérir le public bourgeois, le public masculin, et qui ne doit pas avoir honte d'aller au cinéma, parce que ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant, les hommes n'allaient pas voir les films. C'est juste que ce n'était pas considéré une occupation pour hommes, pour l'homme. Et donc, il y avait plusieurs hommes qui allaient avec même honte à voir du spectacle cinématographique, ils se cachaient, etc. Alors qu'en ce moment-là, le moment où le cinéma s'est installé dans une salle et dans un lieu légitime pour toute la bourgeoisie française de l'époque, ils cherchent
de s'approprier des codes du langage qui lui est frère, on pourrait dire, qui lui est juste à côté, c'est-à-dire les codes du langage du théâtre. C'est notre pas un essai qu'on pourrait juger après respectivement comme un échec en fait. Mais il y a un moment, entre 1908, 1910, 11, 12, 13, on pourrait dire, entre 1908 et l'avant-guerre, où le cinéma veut se faire comme le théâtre. Et donc, il naît vraiment une nouvelle société de distribution qui s'appelle le film d'art. Mais plus en général, le concept de film d'art s'élargit à tout le langage, toute la représentation cinématographique de l'époque. Et on veut évoquer avec ce terme, film d'art, l'idée qu'on s'approprie des codes théâtrales pour faire des films. Et donc, on utilise des gens qui viennent du monde du théâtre, des scénaristes, des dramaturges pour écrire les scénarios, des acteurs de la comédie française pour jouer le jeu d'acteurs. Jusqu'à maintenant, c'était des acteurs totalement anonymes, même pas d'acteurs qui jouaient dans le cinéma. Pour les affiches, les grands artistes de l'époque, les grands artistes visuels, pour les décors, les chefs décorateurs de l'Opéra de Paris. Donc, tout le monde du théâtre participe, rentre dans le cinéma, et le cinéma, donc, rend des films qui sont des films très théâtrales, dans le sens qu'il y a des films à figure entière, avec des personnages à figure entière, joués à la façon du théâtre. En plus, il s'agit de pièces théâtrales adaptées au cinéma ou de drames, de romans adaptés au film. L'ambition est justement de faire une espèce de théâtre populaire, de théâtre pour tous à travers le cinéma, qui est une ambition qui a aussi un côté idéal, si vous voulez, mais comme résultat, c'est un peu rétrospectivement, on peut juger un peu un échec parce que ça n'a pas du tout par là qui finalement passe la nouveauté passera l'écriture de la langage cinématographique. Et aujourd'hui, à regarder ces films-là, on a une impression de grand ennui, on pourrait dire, lenteur, parce qu'il y a une distance, la caméra est à distance théâtrale de la scène, tout se passe, la caméra est fixe, il n'y a pas de montage, c'est vraiment du théâtre filmé. Donc l'ambition devient une espèce échoue un peu. Mais ça, je pense aussi, c'est typique et c'est une question donc que peut-être à reposer en monde de rôliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cinéma, pour se faire légitime, pour se dire légitime, essaie de se assimiler au langage d'une autre art qui, elle, est déjà légitime, est déjà considérée comme légitime de la sphère. Et notamment le théâtre de fin 19e qui était déjà la représentation, la forme représentative plus légitime de l'époque. Je ne sais pas si vous avez des comparaisons sur le monde du jeu du rôle, vit des échanges pareils avec d'autres formes artistiques avec lesquelles ils essayent de se légitimer. Par exemple, la peinture ou je ne sais pas quoi. Plein, ouais. Ah oui. Poésie, qui propose en gros une façon de jouer assez inspirée de la poésie et qui commence, même si au fond l'inspiration poétique va pas beaucoup plus loin que ça dans ce qu'on en voit. Il y a une tentative, je pense, de la part de l'auteur, je sais plus qui l'a écrit, de se raccrocher à cette poésie pour en soi peut-être légitimer le droit à faire un jeu de rôle poétique, quoi. Et je pense que des liens comme ça entre ce média-là et un autre, on peut en trouver un paquet d'autres. Je sais pas si Eugénie, tu veux en donner d'autres exemples. Oui, il y a l'appel de Cthulhu qui invite tout l'univers de Lovecraft, qui nous invite à jouer tout l'univers de Lovecraft, que je trouve assez représentatif. Et
je pense qu'il y a aussi une façon de... Alors, je saurais pas dire forcément dans les jeux, parce que j'ai peut-être pas la culture qui me permet de le faire, mais en termes de comment le jeu de rôle se pense, enfin les pratiques se pensent, il y a, je manière de ce qui propose comme type de partie. Toute une école des M qui réfléchissent en termes de très théâtraux, quoi, d'incarnation, d'effets spéciaux, de comment placer sa voix, de comment gérer la lumière et tout, en termes d'une mise en scène de théâtre, en fait, dont les joueurs seraient des spectateurs participants. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mis en valeur dans les actual plays aujourd'hui, qui sont un peu un prolongement de cette école-là, je pense, pour certains. Et notamment, je pense à Roll and Play. Alors, je me trompe tout le temps. Je crois que c'est Roll and Play, où la promo qui a été faite sur l'actual play, c'était de dire on invite des comédiens qui vont jouer et qui ont des réels, enfin voilà, qui sont des professionnels. C'est pas des joueurs et joueuses, c'est des comédiens et comédiennes, et quelque part ça légitime le fait que vous allez les regarder, quoi. Alors c'est vrai que j'avais pas pensé que le premier média évidemment auquel il faut connecter le jeu de rôle, c'est sans doute les littératures de l'imaginaire, hein, qui sont présentes assez fortement dès Donjons et Dragons dès le tout début. Parce que on retrouve par exemple, on retrouve des choses qui sont assez directement piquées à Tolkien avec les Hobbits et les Balrogs, ce qui a valu d'ailleurs des problèmes de droits d'auteur à TSR. Et puis oui, également les alignements avec la loi et le chaos, ça vient assez directement de Moorcock. Et en gros, il y a vraiment ce côté patchwork de références littéraires à gauche à droite. Mais t'as raison de citer l'appel de Cthulhu en particulier là-dedans, puisque c'est un jeu qui, quand il est sorti, c'est genre début des années 80, je crois, Cthulhu, se plaçait en rupture par rapport au jeu de rôle d'avant, au côté simulation militaire de Donjons et Dragons, et enfin de son héritage, en proposant des règles plus simples et une histoire beaucoup plus centrée sur, enfin des parties beaucoup plus centrées sur l'histoire et notamment sur l'enquête. Et du coup, il y a cette idée que, ça reprend pas juste l'univers visuel et les monstres de Lovecraft, ça essaye de reprendre l'ambiance et d'aménager le même genre d'histoire que des nouvelles de Lovecraft. Tandis que c'est vrai qu'une partie de Donjons et Dragons en mode dungeon crawling dans un donjon, ça ressemble pas vraiment à des histoires de fantasy en fait. Je me souviens pas de la dernière fois où j'ai lu un livre de fantasy dans lequel on te raconte l'histoire d'aventuriers qui écument un donjon, quoi. Et mince, qu'est-ce que je voulais en dire? J'ai perdu mon point, quoi. J'étais arrivé sur l'appel de Cthulhu et l'envie d'un jeu de rôle peut-être un peu plus narratif, en tout cas qui s'affiche plus comme tel en recherchant absolument l'histoire. Et on va s'arrêter là parce que je ne sais plus ce que je voulais en dire. Oui, et de toute façon, moi j'ai pensé aussi que le même processus de recherche, légitimation à travers notre art l'avait déjà vécu en fait quelques années auparavant. La photographie, si vous connaissez un peu l'histoire de la photographie, pareillement, de façon similaire, à la fin du 19e, la photographie qui est elle aussi, à la fin du 19e, n'était pas encore considérée en art, essaye de s'emparer de cette étiquette d'art en se rapprochant à la peinture. Et en effet, il y a un tout un mouvement qui naît, qui s'appelle pictorialisme, qui est un mouvement dès la photographie. Et c'est justement l'ambiguïté, c'est le fait qu'il y a un mouvement qui vient du monde de l'art pictural. Et donc, c'est des photographes qui photographiaient utilisant des formes, des codes de la peinture. Et comme dans le cas de la photographie, aussi pour la cinématographie, ce moment-là a aussi des effets très positifs. Il a des effets esthétiques, il a des résultats, on a des chefs-d'œuvre faits pour la photographie pictorialiste, comme on a des très bons films, des chefs-d'œuvre, on pourrait dire, des histoires du cinéma, de la période où le cinéma est vraiment conçu dans cette conception hyper théâtrale. Aussi, on a des choses bonnes, comme le fait que
il y a des intelligences et des compétences du monde du théâtre qui rentrent comme ça, sans pudeur et sans plus avoir aucune honte dans l'industrie cinématographique. Comme je disais, les dramaturges, les comédiens, toutes ces compétences, cette intelligence, c'est leur entrée officielle dans l'industrie. En même temps, comme pour le cas de la photographie, aussi pour le cinéma, cet échange, après quelques années, après peu d'années en fait, le côté positif et productif, créatif de cet échange termine bientôt, et la plupart, on comprend tout de suite que c'est pas vraiment, c'est là la voie par laquelle il faut chercher la légitimité artistique du médium. Donc, c'est... Et en effet, entre-temps, non, et oui, et c'est dans ce moment-là aussi que je voulais évoquer un autre aspect, qui est ce moment-là de définition, donc de recherche de légitimité par le biais du théâtre, du cinéma, qui naît l'idée et le besoin de la censure cinématographique. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais c'est au moment même où le cinéma donc se dote l'allure d'art comme le théâtre, qui est au même moment, on pourrait dire entre 1912 et 1913, il dit nous on a besoin de la censure. La censure naît comme une espèce de besoin antérieur. Besoin, c'est pas vraiment le mot, mais veut dire c'est une espèce de construction, la censure cinématographique, qui naît à l'intérieur même du système pour se présenter face à tout le monde et face à la société comme légitime. Et donc, oui, on se censure, vous nous censurez, et parce que notre spectacle peut être dangereux, et donc la chose qu'on décide finalement de présenter à la fin, on vous assure que c'est un spectacle digne pour famille, digne pour l'homme bourgeois, digne pour la société, pour la bonne société. Donc cette idée de censure qui s'inscrit à ce moment de l'histoire du cinéma, on pourrait parler beaucoup de si c'est bien ou mal la censure, hein, mais de toute façon c'est une réalité historique, donc c'est tel qu'elle est. Et il naît au moment où le cinéma, plus sans son rapprochement avec le théâtre, et voilà, c'est un peu paradoxal, mais voilà, il y a une censure dans le monde des jeux du rôle. Vous êtes totalement libre. Il y a un aspect, il y a un dispositif un peu particulier dans le milieu du jeu de rôle qui est que les parties sont privées. On joue dans le cercle privé, donc ce qui se passe à la table, ça reste normalement dans le dispositif de base, ça reste entre les gens présents à la table, ce qui permet voilà, tout et son contraire, à la fois de pouvoir se dire on va représenter le mal, mais on sait que on est entre des personnes qui se connaissent, qui partagent les mêmes valeurs, et du coup il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'on joue, et sur le fait que c'est une représentation, et c'est pas il n'y a pas d'adhésion de notre part, mais ça peut être aussi le lieu de la roue libre pour des choses qui peuvent faire mal, quoi. Et c'est seulement ces dernières années que, notamment dans la sphère publique, c'est-à-dire les conventions notamment, il commence à y avoir des chartes de comportement, alors notamment pour tout ce qui est comportement sexiste, enfin voilà, mais aussi d'exigence de prendre soin de la façon dont les thèmes vont être abordés à la table, de la façon dont les joueurs et joueuses vont réagir vis-à-vis de ça, et c'est tout ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle. Voilà, faire attention à ce que si on joue pour un public familial, on va éviter d'avoir des scénarios trop trash. Enfin voilà, il y a des choses qui se jouent, qui peuvent se jouer en convention, il y a des choses qui peuvent pas se jouer en convention, et ça commence à être mis sur le papier en fait. Et je pense qu'effectivement on peut le rapprocher de la censure. Alors il y a des personnes qui hurlent à la censure depuis longtemps, hein. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose de faire attention à son public, mais effectivement ça peut s'en rapprocher. C'est vrai que dans les milieux
dans lesquels je navigue, où il y a plutôt un certain... il y a un certain souci pour la sécurité émotionnelle et les outils de prévention, de sorte à ce que les contenus difficiles soient bien prévenus à l'avance, etc. On voit parfois sortir des jeux qui... je ne sais pas dans quel... des jeux suffisamment extrêmes pour qu'on se dise, je ne sais pas quel système de censure peut exister en jeu de rôle si un jeu comme ça arrive à sortir, quoi. J'ai en tête C'est la Cante de Thomas Munier. Alors Thomas est un auteur qui sort tout en PDF librement sur son site, donc c'est pas comme si c'était passé par un éditeur, quoi. Mais C'est la Cante, c'est quand même le festival des trucs les plus immondes et dégueulasses et horribles. Et le jeu a un petit peu fait partie de lui, mais pas aller beaucoup plus loin que ça. Partiellement parce que ça reste une sortie très confidentielle, partiellement aussi parce que le jeu prévient à l'avance de ce qu'il contient, et ça n'a jamais vraiment lieu du moment qu'on ne le joue pas, c'est-à-dire dans un cadre où, a priori, dans un cadre privé et avec tous les warnings qu'il faut, quoi. Donc, je crois pas qu'on ait jamais eu un système réellement intense de censure dans le jeu de rôle. Je pense qu'il y a eu quelques restrictions de sortie par-ci par-là. J'ai en tête notamment INSMV, en français... Innomine Satanis Magna Veritas, où on joue soit des anges, soit des démons, qui était sorti aux États-Unis sous une forme très rabotée, qui s'appelait plus que Magna Veritas. Ils avaient enlevé toute la partie satanique, parce que justement la question du satanisme en jeu de rôle était assez touchy. Et je suppose qu'il y a pas mal de jeux qui ont eu des problèmes à la sortie de questions de copyright ou questions de... je pense que les Américains ont eu des problèmes avec certaines associations de défense, notamment chrétiennes, mais bon... Je n'ai pas trop d'images là comme ça qui me viennent en tête de censure réelle. Je crois que juste le jeu de rôle n'est pas assez important d'un point de vue public pour que ça ait réellement eu lieu. Oui. Disons que peut-être que le cinéma, son aspect public, voilà, qui n'est pas privé, a fait en sorte que très tôt dans son histoire naît une préoccupation de censure publique qui n'est pas juste une auto-réglementation privée de la chose. Et donc c'est un peu partout dans tous les pays. Entre 1912 et 1913 naissent ces genres de structures qui sont celles des structures de la censure nationale. Et, voilà, veulent préserver le public par des questions de morale, de religion, d'offense à la religion, défense au pouvoir public, mais aussi à être attentif à présenter tout le mal d'une certaine façon. C'est-à-dire que il y avait la peur et la crainte que à présenter des choses négatives pouvait influencer, par exemple, quand des criminels, des voleurs, pouvaient influencer à la même action les gens qui regardaient, et notamment les enfants ou les adolescents. Donc c'était vraiment dans ce sens-là que la censure se met en place pour le cinéma, c'est-à-dire une peur pour son pouvoir immersif de créer des limitations du même geste qu'on voit sur l'écran. Et donc, le geste qui est représenté à l'écran doit être représenté d'une certaine façon, donc dans un cadre qui le inscrit en précaution pour ne pas pour éviter que la personne qui regarde le film puisse répéter, être invitée à refaire ces mêmes actions. C'était un peu... mais c'est, je pense, le côté public du cinéma qui le différencie énormément du jeu du rôle, qui a fait en sorte que cette structure de la censure naît très, très tôt dans son histoire. Alors j'ai aussi l'impression que la dimension moins immersive du jeu de rôle, au sens où c'est pas une expérience qui mobilise aussi fortement les sens, l'a un peu épargné de ce genre de critique. Et le média naissant qui prend plutôt ça dans la gueule en ce moment, c'est le jeu vidéo, quoi. Enfin, c'est plutôt passé que présent, mais il y a eu beaucoup cette question-là sur le jeu vidéo, dans les associations, les familles de France qui voulaient qu'on arrête de... Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans. J'imagine que le jeu de rôle aurait eu droit aux mêmes mobilisations si on avait été suffisamment lourd, en fait. Le truc, c'est qu'on est encore à un stade, tout à l'heure on parlait du passage d'artisanat à industrie. Je pense qu'on est encore à un stade artisanal, en tout cas en France, où c'est le jeu étant moins présent, parce que mine de rien, c'est quand même ce qu'on te dit dès que tu commences à... Enfin, moi j'ai souvenir, alors que j'en faisais pas encore à l'époque, mais d'avoir parlé un petit peu de jeux de rôle
ma belle famille, et d'avoir entendu immédiatement, mais c'était immédiat, et de la part de quelqu'un qui ne connaissait absolument pas le jeu de rôle, de dire oui, enfin quand même, ça, c'est des gens, il faudrait qu'ils fassent attention à pas confondre la réalité et la fiction, quoi. Et parce que ça peut être très vite glissant. Et du coup, cette peur-là, elle existe en fait. Elle existe vraiment fort, je pense. C'est juste que le média n'est pas assez important pour que ça prenne les proportions que ça peut prendre dans le jeu vidéo. Et il y a un aspect assez intéressant aujourd'hui qui est, parce qu'il y a autour de moi pas mal de personnes maintenant qui sont à la fois rôlistes et profs, qui veulent lancer des ateliers de jeux de rôle dans les établissements scolaires où ils vont. Et finalement, le discours a complètement changé. C'est-à-dire que on n'est plus dans attention, c'est dangereux. Les enfants vont plus faire la différence entre la réalité et la fiction, mais c'est ah super, une activité sans écran. Ça c'est sain, ça c'est bien pour nos enfants. Et du coup voilà, il y a eu un twist avec les années, quoi. Mais vas-y, Eugénie. Oui, sur ce chapitre-là, tu voulais parler aussi d'un élan éthique idéal. Oui. Dans le sens que j'ai un peu évoqué, dans le sens que quand le cinéma prend ses formes théâtrales, l'idée est bonne. Je veux dire, c'est pas pour juger négativement les choses, mais dire il y a une idée vraiment de partager la grande culture à tous. Et donc l'idée que le cinéma est l'outil, un instrument pour faire du théâtre, mais qui va rejoindre le plus large possible, le plus large public possible, et aussi le public populaire. Donc adapter les grandes pièces du théâtre et les grands romans au cinéma voulait dire les répandre à tous les niveaux. Donc il y avait cette espèce d'idéal éthique, oui, voilà, vraiment un élan éthique du théâtre populaire, mais c'est à la même idée qui se lie donc à cette confusion sur les moyens du cinéma en tant que tel, qui, comme on dit, comme j'ai déjà dit, finalement, en s'appropriant des codes du théâtre, finit bientôt sa nouveauté, sa force, sa puissance, et perd en fait en puissance de représentation. Et en même temps, c'est dans ce même élan qui naît la question de la langue. Donc c'était un peu ce que j'avais déjà un peu évoqué, mais peut-être oui, la repréciser, c'était un peu dans ce sens-là, qu'il y a une espèce d'élan qui naît. On comprend et on se dit à un moment donné, ok, le cinéma, c'est quelque chose pour les masses qui rejoint vraiment le plus large, le public le plus large possible. Aucun média jusqu'à maintenant avait rejoint un public si large. On a une mission en fait. Cet sentiment-là, qui est un vrai sentiment qui finalement n'abandonnera jamais le cinéma, mais né justement dans ces années-là. Et malgré le fait qu'après l'aboutissement immédiat, la forme théâtrale n'était pas vraiment la meilleure solution trouvée, cette idée-là, cette mission, c'est intéressante aussi pour parler de la légitimation, de la maturité du cinéma. Parce qu'il y a un moment où les gens qui le font, ils se sont sentis investis d'une espèce de mission d'éducation, vraiment de devoir utiliser cette forme comme une forme de la forme meilleure possible, comme une forme haute et comme une forme artistique. Et ça, c'est intéressant parce que, alors moi, ça me fait penser à plusieurs choses un peu de façon décousue, et je compte sur vous pour faire des liens plus propres. Mais il y a quelque chose qui est complètement l'inverse du jeu de rôle, c'est-à-dire que le jeu de rôle est un loisir de niche avec un public quand même réduit. Un public très homogène, mine de rien, tout à l'heure on disait très masculin, mais c'est aussi des catégories socio-professionnelles assez homogènes, c'est aussi un public blanc, enfin voilà, c'est quand même assez l'inverse de ce que tu décris pour le cinéma. Et en même temps, c'est un média qui se rêve mainstream.
Et il y a un élan aussi, il y a une mission aussi qui est d'aller porter la flamme du jeu de rôle dans le monde, quoi. De dire, d'aller faire de l'initiation, d'aller essayer d'attirer les gens. Il y a quelque chose qui se pense, enfin, il y a tout un tas de vocabulaire dans le média qui trahissent cette volonté-là de se faire connaître, en fait, et de transmettre le jeu de rôle. Pour le coup, là, c'est pas une autre culture, mais c'est de transmettre la passion pour le média lui-même, quoi. Oui, l'éthique, dans votre cas, c'est vraiment l'éthique, le missionnaire du jeu du rôle. Alors, dans le cas du cinéma, à un moment donné, il y a eu la mission pour le contenu de ce que le média montrait. Ouais. Et la mission pour le contenu, j'ai l'impression qu'on l'a aussi beaucoup plus tard avec... alors j'anticipe peut-être sur ce dont on parlera après, mais alors moi, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert par les ateliers imaginaires, le forum et la cellule, le podcast. Mais il y a l'arrivée à un moment d'une réflexion sur le jeu de rôle, et avec notamment l'ambition d'en faire un art, et de se dire on va sortir des thèmes du divertissement, de l'aventure, pour aborder des thèmes forts, pour avoir un propos politique, pour transmettre quelque chose qui soit sérieux, qui soit orienté. Et je soupçonne que ça a un lien avec ce même élan-là, éthique, pour le coup, et qui aujourd'hui se retrouve pas mal dans toute une scène indépendante qui joue beaucoup justement sur, en disant on va profiter du jeu de rôle pour travailler des interactions sociales qui soient plus humaines, pour aller vers une meilleure compréhension de l'autre, pour essayer de transmettre un savoir-être, peut-être un savoir-vivre, de transmettre une sensibilité à des cultures qui sont pas les nôtres, ce genre de choses, et qui sont à mon avis aussi de l'ordre de l'élan éthique. Je te suis tout à fait, et pour continuer dans cette direction, c'est vrai qu'on aura sans doute l'occasion d'en reparler plus tard, mais au moins pour introduire le thème, je crois effectivement que la question du contenu narratif des jeux de rôle est l'une de celles sur lesquelles moi j'aimerais parler dans un certain sens d'immaturité du média. C'est vrai qu'on a introduit ça au début du podcast et puis on n'en a pas trop parlé. Mais en fait, le constat que je fais, c'est que l'aventure reste immensément dominante dans le jeu de rôle. Que ce soit l'aventure, vraiment les donjons, les monstres, que ce soit l'enquête horrifique vers des choses vers toutes sortes de mystères étranges à la Cthulhu ou pas. Il y a beaucoup de formes de jeux de rôle qui, de près ou de loin, proposent ça. Des personnages en mouvement, en quête de choses importantes, et ainsi de suite. Et en termes de contenu, les jeux qui proposent autre chose, qui proposent de parler de moments d'apaisement, de descriptions, qui permettent de parler de vivre ensemble, qui permettent d'évoquer des moments politiques, effectivement, sont beaucoup plus marginalisés. Et surtout, ils n'ont pas de place dans l'espace de discussion dominant, quoi. Alors on reparlera de cet espace-là plus tard. Mais ça préfigure, il me semble, un des premiers grands points que je voulais faire sur le sujet, qui était effectivement... ça, c'est un élan qui, à mon avis, est en cours et qui n'est pas terminé, qui est l'ouverture, l'élargissement des schémas narratifs et des possibilités narratives du média, en fait, sans même changer son dispositif. Mais bon, de toute façon, dans le cas du cinéma, donc on a vu, il y a eu la mission, il y a cet élan, le dispositif de la société. Ah, ça coupe un petit peu. Ah oui, attendez. Bon, là, on t'entend. C'est mieux. Oh non, je reprenais le fil donc de l'histoire d'où on l'avait laissé. Et mes premiers éléments, j'étais en petit pas, c'était le fait que maintenant disons, le cinéma est légitime comme dispositif spectaculaire avec la salle, a cet élan
aussi éthique, de mission aussi, qui est liée aussi en contrepartie à la naissance de la censure. Donc, si on peut voir le bon et le mal de ça. Mais comme langage est encore assez immature, on pourrait dire. C'est-à-dire que voilà, l'essai, les tentatives faites en direction du théâtre n'ont pas d'action. Et c'est plutôt du côté des États-Unis, la réflexion sur le langage permet vraiment ah oui, ok. Permet vraiment vers la légitimation en tant que telle, en tant qu'art pour le cinéma. Et peut-être on pourrait voir ça à la prochaine partie du podcast. Ou si, je proposais qu'on coupe après ce point-là. Ah ok, ouais, pardon. Alors je peux développer un peu. Si je peux développer, je voulais dire que entre-temps, le cinéma théâtral était théâtral, comme j'ai dit, mais aux États-Unis, entre-temps, il y a tout un groupe, une génération de cinématographes, notamment Griffith, Cécile DeMille, Thomas Ince, Charlie Chaplin, etc., qui commence comprend que le cinéma n'est pas quelque chose qui doit se comparer et s'approprier, s'assimiler aux autres langages des autres arts, mais à son langage spécifique à lui. Et c'est par le biais de l'exercice de ce langage que peut vraiment devenir accéder au niveau de l'art. C'est ça vraiment la grosse nouveauté qui se passe pendant les années de la guerre, on pourrait dire, avec ces cinéastes qui inventent toute une grammaire, on pourrait dire, du film, filmique, parce que jusqu'à maintenant, on ne voyait pas vraiment des films, vraiment le film naît en ce moment-là, notamment avec l'invention du montage, c'est-à-dire découper une action en plusieurs prises de vue, en plusieurs plans, qui peut faire donc à différentes valeurs de distance et de plan. Donc, en gros plan, en plan large, en plan américain, etc., etc. Et tout ça articule l'action et permet de raconter vraiment, de visualiser le récit et l'histoire mieux que si on se plaçait face à une scène et en caméra fixe et en prenant l'image théâtralement, on pourrait dire. Cette invention de la grammaire du film qui a lieu en ce moment aux États-Unis, grâce notamment, je le répète, à certains personnages qui sont aussi controverses, comme Griffith, controverse parce que c'est très célèbre le fait qu'un de ses films plus connus, La naissance d'une nation, est un film raciste, mais qui ne peut pas être regardé aujourd'hui parce que il montre comme des héros les membres du Ku Klux Klan, et alors tout le monde des blacks, des personnes de couleur, sont des méchants. Donc, d'un point de vue éthique, c'est des films insupportables. Et en même temps, d'un point de vue linguistique, représente une nouveauté totale parce qu'il invente et introduit dans de la sphère de l'univers cinématographique une grammaire. Donc, le montage alterné, le montage parallèle, introduit des gros plans et utilise les gros plans de façon expressive. Et donc, c'est quelque chose qui souligne la psychologie des personnages. Tout ça est une nouveauté totale dans l'histoire du cinéma, et c'est une explosion aussi dans le contexte français, c'est-à-dire quand ces films sont reçus en France pendant la guerre, vont vraiment créer un gros engouement pour le cinéma américain, et le cinéma français qui jusqu'à ce moment-là était un cinéma théâtral, on pourrait dire, il va en souffrir énormément. Alors, la question du langage, elle est passionnante. Je pense que... Là, on est... Ah, pardon, je crois que ça a coupé. C'est bon ? Si, c'est bon. Moi, je suis très... Ok, désolé. Ce que je disais, c'est que
la question du langage, elle est très compliquée à traiter en jeu de rôle parce qu'on peut l'aborder sous beaucoup d'angles différents. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un des points sur lesquels il nous faut encore faire de la théorie pour comprendre un petit peu. C'est un truc auquel je m'intéresse beaucoup, notamment autour des théories de Valentin. J'espère le récupérer sur d'autres podcasts pour parler du langage du jeu de rôle à l'occasion. Parce que j'ai le sentiment le suivant, c'est que le langage du jeu de rôle est multiple et dans un certain sens, il est tellement évident qu'on ne le pense pas et qu'on ne le voit pas. Quand on parle de jeu de rôle, quand on présente le jeu de rôle, on dit que c'est un jeu où l'on raconte des histoires. Et il y a une espèce de naturalité du langage là-dedans, en tout cas l'impression d'une naturalité du langage. Il suffit de raconter l'histoire, on va y aller, toi le MJ et la MJ va raconter le truc, puis les joueurs-joueuses vont jouer leur personnage et c'est parti. Et en soi, la façon de faire des échanges rôlistes, elle est assez particulière. Le jeu de rôle classique a sa façon de fonctionner, que l'on peut effectivement chercher à décrire en termes de grammaire. Et ce qui se passe, c'est que on a un certain, il me semble qu'on a un certain rapport avec ce langage qui va en deux sens différents. D'un côté, il y a cette naturalité dont je viens déjà de parler, qui est, il suffit de raconter une histoire, tout le monde sait faire. Et d'un autre côté, il y a le discours sur les règles. Les règles sont vues comme un appui que ce soit pour la simulation ou plus largement maintenant pour la narrativité, ou pour quoi que ce soit d'autre. Et on réfléchit sans cesse aux règles, à ce qu'elles permettent de faire, ce qu'elles permettent d'avancer, etc. En ce que, dans une certaine mesure, les règles structurent la discussion de jeu de rôle. Et il me semble aujourd'hui, et on avait beaucoup discuté de ça avec Valentin, que on manque d'outils, on manque de vocabulaire pour parler du dispositif de discussion même du jeu de rôle, sans parler encore de l'introduction des règles formelles, les jets de dés, tout ça, les moves à la PBTA, etc. Mais juste de savoir, quelque part, comment caractériser nos échanges rôlistes, quoi. Et pour terminer juste là-dessus, je crois qu'on a une certaine idée de ce que c'est que la grammaire des règles, comment les règles fonctionnent, mais qu'on s'illusionne un petit peu à croire qu'elles sont la seule forme de langage, et en tout cas celle que l'on design le plus, c'est le plus facile à concevoir autrement, mais qu'on manque encore d'éléments pour parler de la façon dont on parle du jeu libre, en fait, du langage en lui-même. Et ça se voit notamment dans un énorme focus sur la fiction. Quand les gens présentent du jeu de rôle, en fait, quand on présente un jeu de rôle, souvent, quand je vois présenter des jeux de rôle classiques, traditionnels, très souvent, ils ne mettent pas du tout en avant leurs règles, dont on espère qu'elles vont juste suivre le propos et faire ce qu'il faut, mais elles vont pas forcément avoir une place prédominante dans tout ça. Mais on met en avant avant tout l'histoire et les histoires qu'on pourrait raconter et surtout le contexte dans lequel elles vont avoir lieu, l'univers. On présente un jeu de rôle en disant alors l'univers de machin, c'est comme ça, il y a des dragons, il y a du cyberpunk, machin bitude, en sous-entendant le langage rôliste comme s'il était naturel. Il n'y a pas besoin de dire comment ça se joue, on le sait déjà. Et ce qui est à mon avis un manque justement, on ne présente pas assez les jeux en termes de langage, mais on ne sait pas encore bien décrire ce langage-là. Et on peut tout faire est une idée un peu fallacieuse, on peut tout raconter. Non, c'est pas vrai, en fait, on ne peut pas tout raconter dans le jeu de rôle. La seule limite n'est pas l'imagination. Je ferai peut-être un podcast juste là-dessus à l'occasion. Et on a du mal à voir qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui n'est pas possible, juste. Génie, est-ce que tu veux rebondir sur la grammaire, peut-être ? Oui, moi je voulais rappeler que c'est tout récent, en fait, qu'on commence même à imaginer la possibilité d'une grammaire en jeu de rôle. C'est-à-dire que il me semble que la conférence de Jérôme Larrey sur la grammaire du jeu de rôle elle date de 2014, je crois que c'était à Orchidée. Et cette conférence-là, elle intuite qu'il nous manque quelque chose, mais elle nous dit pas ce que c'est, en fait. Elle intuite que... Est-ce que tu peux juste répéter ta phrase, comme on a eu un tout petit problème d'enregistrement ? Oui. Je disais que dans sa conférence, Jérôme Larrey intuite que il nous manque quelque chose qui serait une grammaire, et il prend en exemple la bande dessinée où l'unité l'unité grammaticale c'est la case, le cinéma où l'unité c'est le plan, et il nous manque quelque chose pour penser, une unité pour penser le jeu de, la grammaire du jeu de rôle et la façon dont les choses vont s'articuler pour produire du sens, quoi. Et c'est en 2000 que je retrouve mes notes.
2016 que Vivien Féasson sort le premier article de sa série Pour une grammaire du jeu de rôle, où il pose comme unité de base l'échange. Le fait qu'il y a une personne qui va faire une proposition et puis quelqu'un d'autre va y répondre et puis voilà, ça s'emboîte comme ça. Et cet échange-là, ça peut être une unité et on commence à pouvoir penser certaines articulations de la conversation comme ça. Et en 2018, je crois, c'est Valentin donc qui fait un peu une synthèse de tout ça dans le podcast L'herméneutique du jeu de rôle sur la cellule et qui pose que on peut étudier la partie comme un texte linguistique. Et mais ça, c'était il y a 2 ans. C'est hyper récent, en fait. C'est vraiment très, très récent. Et il y a les réflexions que toi, tu mènes en termes de penser la poésie en jeu de rôle, faire du jeu poétique qui joue avec la forme, où moi, je me pose des questions de style. Qu'est-ce qu'une figure de style en jeu de rôle? Mais enfin voilà, toutes ces réflexions-là, elles sont extrêmement récentes. C'est vrai que Pardon. Juste pour finir, et je pense que si elles sont aussi récentes, c'est aussi parce que jusqu'ici on a étudié le jeu de rôle sous l'angle, comme tu disais, du game design. Enfin, tu parlais des règles. Moi, je vais parler de game design et pas sous l'angle de la façon dont on y joue, de la pratique. Et là, je voulais citer un article de Mathieu Triclot qui s'appelle Game Studies ou études du play, qui est paru dans la revue Sciences du jeu. Alors c'était 2012, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, qui s'appuie sur des textes bien plus anciens des années 60 de réflexion sur le jeu et qui pose que probablement s'il y a plus... Si aujourd'hui dans le milieu universitaire c'est le game design qui est le plus étudié, c'est probablement parce que c'est un objet extérieur à l'observateur qu'on peut étudier de façon technique. Il y a un dispositif, il y a des règles, on peut étudier le dispositif. Par contre, commencer à étudier l'effet que ça fait sur les joueurs et joueuses ou la façon dont les joueurs et joueuses s'en servent, là, on est obligé quelque part de participer. Ça devient une étude très subjective de savoir qu'est-ce que c'est que se prendre au jeu, qu'est-ce que c'est que jouer, et c'est beaucoup plus compliqué à légitimer aussi. Et se poser, tu disais, quand on présente un jeu, on parle d'abord de l'univers, c'est vrai. Je pense que ensuite, la deuxième étape, c'est on parle des règles, mais la dernière étape, c'est on se dit qu'est-ce que les joueurs et joueuses font dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence tout juste à faire. Et je trouve que sur les courants alternatifs notamment, c'est très récent de voir arriver ça dans les discussions, mais ça commence à venir de se poser des questions sur quand on joue. Alors la conversation du moment, c'est quand on joue drama, qu'est-ce qu'on fait quand on joue? On va avoir des relations interpersonnelles fortes, on va essayer de mettre l'accent sur les sentiments, etc. Mais du coup, on se pose des questions de qu'est-ce qu'on fait quand on joue le voyage. Qu'est-ce qu'on fait quand on joue? Est-ce que on va décrire? Est-ce que on va je sais pas, se focaliser sur faire des ellipses, se focaliser sur des descriptions longues ou d'actions longues en peu de mots, ce genre de choses. Mais c'est tout récent, en fait. Alors j'aurais fait remonter un petit peu en avant parce que l'idée l'idée de poser la question de ce qu'on fait, elle n'est pas posée comme ça, mais pour moi c'est plutôt une interrogation forgienne, donc début des années 2000. Mais je pense qu'on aura de toute façon l'occasion de reparler de la forge plus tard dans ce podcast, quand on parlera de la question de l'auteur.
Mais sans que ce soit aussi concret que qu'est-ce qu'on fait dans le jeu de rôle, où les Forgiens se rallient beaucoup autour de l'idée du système Does Matter. Alors, bon, c'est compris comme, je suis pas partisan de cette petite phrase-là particulière pour des raisons complexes, mais système Does Matter compris comme ce qui est important, c'est la façon dont on joue, la dynamique qu'on a ensemble, et elle dépend des règles de façon assez importante, de sorte qu'on peut façonner l'expérience de jeu à partir des règles et en amenant les joueurs et les joueuses à prendre certaines dynamiques très particulières dans la façon dont elles jouent, quoi. Et d'ailleurs, je pense que la démarche de Valentin, la mienne et d'autres, c'est de se dire, de partir notamment de la petite phrase je crois que c'est de Vincent Baker, le jeu de rôle est une conversation, et de la prendre littéralement au mot et de dire, puisque c'est une conversation, de quoi est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on forme nos énoncés, et aller vraiment dans un niveau micro comme ça, quoi. Mais je trouve que ce mouvement-là, il est vraiment directement héritier de l'envie de la forge, déjà, peut-être pas d'établir une grammaire du jeu de rôle, encore que avec son big model et ses 4 niveaux qui descendent jusqu'aux instantanés, avec l'idée que chaque mouvement de la partie peut être diminué jusqu'à un niveau minimal. Les instantanés de la forge, hein, c'est pas enfin les éphémères, je crois, c'est pas très différent des échanges de Vivien, c'est un tout petit peu plus petit en termes de résolution. Mais il y a déjà cette volonté-là, je pense, de comprendre comment ça marche et de voir comment est-ce qu'on peut faire des gameplays alternatifs, différents, des nouvelles dynamiques et tout. Et une première tentative de bien comprendre le langage rôliste en lui-même. Oui, c'est vrai. Et je trouve super intéressant parce que du coup, j'ai été revoir un peu les échanges qu'on pouvait avoir à cette époque-là autour du jeu de rôle et cinéma notamment. Et je suis retombée sur des échanges autour de la grammaire du jeu de rôle. Ça datait de 2015 sur le forum des ateliers imaginaires. Et c'est impressionnant comme à ce moment-là, en tout cas, c'est une notion qui n'était pas comprise comme la grammaire d'un film. C'est-à-dire c'était compris comme un ensemble de vocabulaire qui nous permet de parler de game design ou qui nous permet de parler de dynamique de partie. Et ce vers quoi ce que les intervenants appelaient de leur vœu, en fait, c'était un lexique unifié. Mais c'était pas forcément une façon de concevoir la structuration et la façon de produire du sens à l'intérieur même d'une partie, quoi. Oui, je vois. Et c'était il y a 5 ans. Encore une fois, c'est hyper récent, quoi. Est-ce qu'on fait une pause avant d'attaquer la phase suivante de légitimation? Ça me semble bien, ouais. Et ben, à tout à l'heure alors.